Amélie Montchalin. Bonjour. Vous êtes donc au gouvernement depuis pratiquement un an. Vous avez été pendant 2 ans parmi cette masse de parlementaires élus La République En Marche. Comme beaucoup, vous êtes une primo-élue. C'était la première fois. Le président, face aux députés qu'il a reçus hier à l'Élysée, a été ferme, Amélie Montchalin. Il faut que la réforme des retraites passe avant l'été. Ça laisse penser qu'il envisage le recours au 49.3. Vous confirmez ? Moi, je ne crois pas que ce soit le débat qu'il ait eu hier. Ce qu'il a dit aux députés, c'est que nous vivons un moment important du quinquennat. Nous avons cette réforme des retraites qui était un engagement de campagne fort et nous avons encore beaucoup de choses à faire pour que la vie quotidienne des Français change. Et donc, nous ne pouvons pas passer, vous voyez bien, les 2 ans et demi à être sur une même réforme. Il faut qu'on puisse passer à autre chose, il l'a dit, sur le régalien, sur la sécurité, sur la dépendance. Le moment qu'on vit, c'est un moment où on a à la fois des résultats, et on voit qu'on n'en a pas assez. On va en parler donc, de cette perception. Ce que j'entends, sur le 49.3, est-ce que vous avez entendu ? Je ne crois pas que ça soit ce sur quoi on se dirige. On est en train d'avoir un débat parlementaire qui est totalement obstrué par notamment les Insoumis, qui ont décidé de ne pas parler du fond, mais de bloquer les débats. On voit bien qu'on a à droite des non-alternatives. On nous dit tout va bien, il faudrait augmenter l'âge, mais en fait les inégalités d'aujourd'hui, on ne veut pas les traiter. Donc on ne comprend pas bien ce que font les oppositions. Et elles ont trouvé un moyen d'exister sans avoir rien à dire, c'est-à-dire de bloquer le débat. Exister sans avoir rien à dire. Mais ce que je vois, c'est que quand on est à gauche aujourd'hui et qu'on nous explique qu'il faudrait retirer le projet de réforme, ça veut donc dire qu'on n'a rien à proposer sur les inégalités qu'on cherche à corriger, sur le fait que ce système d'aujourd'hui, il faut le corriger, il faut le faire évoluer. Ils vous diront qu'ils ne sont plus pour le statu quo, qu'effectivement, ils ont une réforme alternative. Eh bien, dans ce cas-là, les amendements qu'ils proposent ne nous permettent pas de dessiner le projet qu'ils proposent. Et puis, j'entends à droite, et d'ailleurs, ailleurs, d'autres qui nous disent il faudrait faire une pause, une grande pause. Parce que, vous savez, nous, on a des solutions magiques, évidentes, et qui permettraient de tout résoudre très vite. Mettre l'âge de la retraite à 65 ans. On garde les inégalités, on les aggrave. Donc, cette réforme, on va la faire. Mais ce que dit le président aussi, c'est que notre pays, et ce pourquoi nous avons été élus, j'ai effectivement été une députée pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, quand on est député, on sent bien que ce qui les Français attendent de nous, et qu'ils attendent de nous quand on est aussi au gouvernement, c'est qu'on change la vie quotidienne. Alors attendez, Amélie et donc, Montchalin, il faut qu'on puisse avoir, après l'été, c'est ce que dit le président, l'opportunité de changer d'autres sujets. Donc, pour vous, Emmanuel Macron, face aux députés hier, n'a pas dit de façon implicite le 49.3 est une option. Je n'étais pas dans la pièce, mais je ne crois pas que ce soit du tout le chemin que nous cherchons à suivre au gouvernement. D'accord, parce que ce serait quoi ? Ce serait une forme de passage en force ? Mais ce serait un échec pour vous ? Mais on est en train d'avoir un débat parlementaire, on est en train d'avoir une conférence de financement, on est en train d'avoir un dialogue social renforcé à la demande de Laurent Berger, et c'est aussi une main tendue pour qu'on puisse trouver le chemin d'équilibre, pour que nous recréions un système où il y a une caisse de retraite pour les Français, de la vraie solidarité, moins d'inégalités entre les hommes et les femmes, et surtout une retraite digne pour ceux qui, aujourd'hui, dans le système, sont objectivement les grands perdants, parce qu'ils sont à la marge. Donc, on va faire ça. On est en train de le faire. La conférence de financement se tient. Vous imaginez bien que tout ça, eh bien, il faut qu'on aille progressivement, qu'on passe les étapes. Sans passage en force. Et je crois que ce n'est pas ce que nous cherchons à faire. Si nous avions voulu passer en force, ça fait longtemps qu'on aurait fait différemment. Et donc, c'est pas ce qu'on fait. Avec un calendrier qui est quand même extrêmement resserré, au point que maintenant, on envisage de supprimer les vacances parlementaires. Mais déjà, d'après l'opposition, d'après France Insoumise, vous endossez un échec du fait que la commission spéciale sur la réforme des retraites n'a pas pu examiner les amendements. On écoute Jean-Luc Mélenchon, ça dure quelques secondes. Je voudrais remercier les collaborateurs de la Commission et tous ceux qui ont concouru à la qualité de notre débat. Je voudrais vous dire aussi sans détour que pour nous, la bataille ne fait que commencer. Et nous avons la certitude qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. On va gagner, dit Jean-Luc Mélenchon. Mais après avoir réussi à obstruer de fait la commission spéciale. C'est que ceux qui nous expliquent qu'ils sont des progressistes, qu'ils défendent la société, qu'ils défendent les plus modestes de notre société. C'est ce que portait initialement Jean-Luc Mélenchon comme projet politique. Il n'a rien trouvé de mieux que de trouver, les interstices du règlement intérieur de l'Assemblée pour déposer 22 000 amendements qui ont bloqué... 19 000. 22 000 au total, donc 19 000, pour bloquer les débats. Moi, je pense que ce n'est pas digne d'une démocratie de bloquer les débats. Ce que je vois aussi, c'est que ça génère de la violence dans tout le pays. Parce que ça alimente l'idée que notre système démocratique ne fonctionnerait pas et que nous serions en train de passer en force. Nous sommes en train de respecter pleinement le règlement de l'Assemblée. Assimiler un outil qui est à la disposition des parlementaires à une incitation à la violence. Non, ce que je dis, c'est que quand on bloque les débats démocratiques, qu'ensuite on explique que le gouvernement sera en train de passer en force, que nous ne respecterions pas les codes de la démocratie, je pense qu'on attise
l'idée que le régime ne serait plus démocratique, ne serait plus républicain. Tout ce qui se passe se fait selon notre démocratie. Et je pense que c'est très important. Vous voyez le climat de violence qui existe dans notre pays, le climat de défiance. Il faut que nous puissions montrer aux Français que nous travaillons et que nous travaillons pour eux. Et je pense que quand ils voient les débats infinis... Quelle est votre part de sur des cas- responsabilité dans ce climat? Notre part de responsabilité, c'est que oui, en 2017, on s'est engagé pour que la France change. On s'est engagé pour Dans qu'il y ait ce des... climat de violence. Oui, mais on s'est engagé pour que la France change, pour qu'on ait des résultats, pour que les gens voient que leur quotidien s'améliore. Les résultats sont là, ils ne sont pas suffisants. Et donc, il y a dans le pays des gens qui sont déçus. Maintenant, je vois qu'il y a des gens qui sont déçus et qui expriment des oppositions politiques. Je vois que les oppositions ont du mal à formuler des alternatives. Mais je vois aussi que certains continuent d'attiser l'idée selon laquelle nous ne serions pas légitimes. Quand on met la tête du président au bout d'une pique, quand on détruit des permanences parlementaires, quand on met le feu à des domiciles et à des biens personnels d'hommes et de femmes politiques engagés, on voit bien qu'on attise l'idée que nous ne serions plus en République. C'est très grave. Et donc, d'un côté, vous voyez, il y a le débat politique, je veux dire, normal, qu'on peut avoir dans les instances normales, et il y a de l'opposition, et c'est normal, mais il y a aussi tout un champ d'action, on le voit aujourd'hui, qui va beaucoup trop loin, et qui est né, on le sait, de ce que, depuis 2 ans et demi, certains nous ont dit, cette élection n'est pas légitime. Et ça, c'est très grave. Et ça, vous pensez que c'est le ferment de ce qui se passe aujourd'hui? La déception, elle existe aussi dans votre camp, vous le savez. Perrine Goulet, par exemple, qui est parlementaire, hier a dit au président, les cabinets ministériels ne nous croient pas quand on fait remonter des trucs de terrain. C'est son expression, on voit très bien ce qu'elle veut dire. Les cabinets ne nous croient pas. Est-ce qu'il y a effectivement un problème de communication, de transmission d'infos entre les ministères où vous êtes et puis les parlementaires? Ce que je peux vous dire, et je le dis très fermement, un ministre qui travaille sans député, c'est un ministre qui ne peut pas bien faire son travail. Il nous faut absolument le retour des députés. Est-ce que certains ministres Quand ne le les savent députés- pas assez? Est-ce que certains ministres ne le savent pas assez? Moi, je vais vous parler de ce que je fais. Vous savez ce qu'ils ont dit Quand- des députés. Il faut les mettre au boulot, Non, ce mais sont des quand- cons, tout ça entre guillemets. Non, mais moi, je vous dis, Vous avez mon dit ça, expérience, vous mon avez dit ça, expérience, non, je vous dis ce que j'ai à vous dire maintenant. Mon expérience, c'est qu'un député, c'est un ascenseur. C'est quelqu'un qui, en permanence, fait le lien entre une réalité très particulière de sa circonscription et la loi nationale et le débat national. Ils ont des têtes d'ascenseur. Et donc, Mais on bon, fait l'ascenseur ouais. en permanence. J'ai vécu cette réalité pendant 2 ans. C'est un métier c'est une fonction très exigeante. Parce que vous devez partir d'une situation très particulière et ensuite en tirer des conclusions ou des conséquences nationales. Un député qui travaille, un ministre qui travaille loin des députés, c'est un ministre qui prend un risque de se déconnecter de la réalité. C'est 300 députés de la majorité. Ils nous apportent une chose L'affaire du deuil absolue. parental, c'est ça? Mais non, L'affaire du deuil parental, L'affaire du cette deuil. bourde que le gouvernement, que le président lui-même Aujourd'hui, a ce que je été vois, mais c'est obligé de... On a un débat d'arrêter. parlementaire. Vous avez un gouvernement, Ouais. vous avez des députés. On corrige le tir. On fait des choses qui, objectivement, vont être extrêmement intéressantes, je crois, importantes. Un ministre, s'il n'a pas des capteurs sur le terrain, s'il n'est pas clair sur ce qu'il doit résoudre comme problème, si les problèmes qu'on lui amène à résoudre sont ceux que son administration pense qu'il faut qu'il résolve et qui ne sont pas ceux sur le terrain, il y a 2 choses qui se passent. D'abord, il est déconnecté dans ce qu'il propose. Et ensuite, ce que nous faisons, nous avons besoin maintenant de le faire infuser. Il faut que les Français en voient la couleur. Et donc, on a besoin des députés. Les députés, c'est eux qui vont aller voir les élus locaux. C'est eux Donc qui il vont ne faut voir... pas les insulter, il ne Mais faut on pas a les absolument sous-traiter. besoin d'eux. Absolument. Moi, je viens de là. Ça, Mon engagement politique, Ça, il c'est un vient de message là. que vous passez à tous vos collègues, ayant été, Mais- comme d'ailleurs Laurent Pietraszewski ou Djebari, des parlementaires qui avaient du mal à Mais communiquer on a avec les plus cabinets. que jamais besoin d'eux, puisqu'on est à un moment, Ouais. vous voyez, de notre quinquennat où on doit avoir des résultats. Les résultats, c'est pas des choses qu'on décrète, c'est des choses qui doivent exister par le terrain. Et qui ne sont pas perçus, pourquoi? Mais parce que, je vous parle de l'apprentissage. 460 000 apprentis, c'est formidable, on n'en a jamais eu autant. On en veut 700 000. La baisse du chômage, on est un peu plus de 8%, il faut qu'on arrive à 7%, il faut qu'on continue. Et puis c'est normal que les Français ne nous disent pas merci. Sur certains points, on a juste refait fonctionner des systèmes qui étaient totalement dégradés. Je prends un exemple. Quand on verse des pensions alimentaires à des femmes, dont parfois après des divorces, elles ne reçoivent plus de pension alimentaire. C'est normal, c'est un dû. Et donc c'est normal que les gens nous disent on va pas non plus vous applaudir tous les matins, on vous dit juste que c'est normal. Quand on va faire refonctionner... Donc c'est pas là-dessus que vous pourrez faire valoir votre bilan, parce que les Français C'est- considéreront que vous avez fait votre boulot, dans le Mais fond. oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que Ouais. du coup, il faut qu'on fasse notre boulot, il faut qu'on fasse que les systèmes fonctionnent, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Les résultats qu'on a, ils sont ce qu'ils sont, ils sont bons. Il faut qu'on aille plus loin. Et donc, on a une forme d'impatience collective. Et dans ce travail où, justement, sur le terrain, les choses doivent changer pour les Français, c'est l'engagement, je veux dire, honnête, sincère qu'on a pris devant eux en 2017, on a plus que jamais besoin de travailler avec ceux qui sont sur le terrain. Un ministre, je ne peux pas aller dans 300 circonscriptions par semaine. Un député, ils y sont tous. C'est eux qui vont faire, je parle des fonds européens par exemple.
La politique européenne, c'est une politique qui se déploie sur les territoires. On va voir ça. Ils sont des relais plus que jamais essentiels pour que ce qu'on fait au niveau national, au niveau européen, ça se déploie là où ils sont. Éloge du député par Amélie de Montchalin. C'est un moment difficile du quinquennat, a dit le président. Et il n'y a plus la force de propulsion du départ. Les oppositions sont plus fortes. Voilà, je cite le président tel que ça nous a été rapporté. Désenchanté, le président ? Il est lucide, il est impatient. Et désenchanté, impatient ? Bien sûr qu'il est impatient. Et certains pensent que c'est un défaut. Je pense que c'est une qualité. Il est impatient de voir que tout le travail que nous menons de manière acharnée depuis 2 ans et demi se voit dans la réalité quotidienne et apporte les changements sur lesquels on s'est engagé. Il y a 2 façons de faire. Vous regardez les quinquennats précédents, à ce moment-là du quinquennat, vous avez 2 façons de faire. Vous avez la façon qui est de dire on fait des promesses, on fait de la qualité-thérapie, on endort un peu tout le monde et comme ça va bien se passer. C'est comme ça qu'on a emmené notre pays dans le mur. L'autre façon de faire, c'est ce qu'on va essayer de faire et ce qu'on est en train d'essayer de faire avec notamment les députés, c'est de tenir un cap, d'être persévérant, de ne pas nous renier et de dire que notre objectif, c'est que les engagements qu'on a pris, on puisse les tenir. Et donc, oui, on est impatient. Et je pense que le ce n'est pas un président défaut. est impatient. Je pense qu'il faut qu'on ait des résultats tangibles. Et ça se décrète pas. Ça se fait touche, par petits pas, tous les jours, partout en France. Il y a l'action, il y a le style. Bernard Cazeneuve, à l'instant, déclare qu'un président ne peut pas être transgressif tous les jours. Mais ce que je pense... Ancien ministre socialiste, ancien Premier ministre de François Hollande, ancien ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si le mot transgressif, je ne vais pas disserter sur le mot. Ce que je sais, c'est que notre président, quand il a fait campagne en 2017, il nous avait dit... Vous comprenez ce que veut dire Bernard Cazeneuve, oui, pardon, parce que je le comprends. Un peu d'autocritique. Est-ce que, voilà, un président peut être transgressif comme il l'est en montrant le t-shirt, par exemple, de Youl, où on voit un dessin de citoyens effectivement blessés par les tirs LBD, par exemple, ce genre de choses? Le président nous avait demandé ça n'abîme pas la présidence. De ne pas devenir des assis, de ne pas devenir des bourgeois, des installés du système. On s'est fait élire sur cette promesse que nous ne deviendrons pas des installés du système. Ça veut dire qu'on ne se fondrait pas dans un système qui a objectivement empêché la France de se moderniser, de se transformer, d'aider les Français. Il n'y a pas une forme d'arrogance à dire on est plus fort même que les institutions, on est plus fort même qu'un costume présidentiel, par exemple, qu'on doit absolument endosser? C'est tout l'inverse. Certains disent qu'on est naïf. Moi, je pense qu'on est déterminé, qu'on est sincère. Non, on dit qu'aussi vous êtes arrogant. L'arrogance, si ça veut dire qu'on veut faire changer les choses, qu'on veut parfois aller vite, et que parfois, effectivement, on va passer un peu outre les habitudes, un peu outre ce qui a fait que pendant des années, vous savez, dans les administrations, on a eu beaucoup d'arguments pendant des années pour expliquer pourquoi on ne pouvait pas faire les choses. Aujourd'hui, avec ces administrations-là, on fait changer les choses. Et ça bouscule. Et ça, parfois, ça peut surprendre. Mais je pense qu'il est nécessaire pour notre pays, quand on le regarde avec un peu de lucidité, que nous puissions continuer à être des gens déterminés à transformer les choses dans l'intérêt des Français. Et je ne pense pas que ce soit ni de l'arrogance, mais c'est notre sincérité initiale. Et je pense qu'il faut qu'on puisse apporter cette promesse-là concrète aux Français. Vous n'êtes pas du tout, dans le fond, déstabilisé par la défiance à votre égard, le fait que, effectivement, les municipales risquent d'être pour vous... non pas un désastre, moi, ce qui me n'exagérons rien, mais une désillusion forte électorale, le fait que dans les sondages, vous soyez quand même très malmené. Vous venez de me dire qu'on était parfois arrogant. L'arrogance ultime sur les municipales, ça aurait été de dire, écoutez, tout le monde est nul, on met notre drapeau partout, on envoie des candidats partout, alors que 75% des Français considèrent que leur maire fait du bon travail. Donc le choix qu'on a fait, c'est de dire, voilà, pour que la France aille bien... Le choix qu'on a fait, c'est de ne pas avoir de maire élu. C'est ce que vous allez nous dire. C'est de pouvoir, là où les maires font du travail collectif, positif pour les territoires, soutenir leur majorité, renouveler les cadres, mettre des gens au travail qui sont proches de nous, mais qui pourront travailler avec ce qui existe déjà. Et je pense que c'est l'anti-arrogance. Parce qu'on serait arrivé, on aurait dit, voilà, le dégagisme, on continue, on met tout le monde dehors, parce que vous voyez, nous, on sait mieux que tout le monde. Eh bien, on aurait été exactement là où les gens nous auraient dit, eh bien, la France, vous la voulez pour vous, vous la voulez pas pour les Français. Et donc c'est ça qu'on est en train de faire. Il y a des endroits où on veut l'alternance, on s'organise. Il y a des endroits où on pense que les maires font du bon travail, eh bien on les soutient. Amélie de Montchalin, vous êtes chargée des affaires européennes. Il y a un marathon budgétaire très important qui va commencer la semaine prochaine à Bruxelles, puisqu'il s'agit de fixer le budget pour plusieurs années de cette nouvelle Commission européenne, de cette nouvelle Europe post-élection européenne. Alors, première conséquence concrète du Brexit. Londres, qui était un contributeur net, comme on dit, ne mettra plus au pot. Ça fait une perte de combien? 12 milliards au budget global par an. Aujourd'hui, la clé, c'est qu'après le Brexit et après les engagements qui ont été pris lors des élections européennes et qui ont été pris par la nouvelle présidente de la Commission,
nous avons besoin d'un budget en face de nos ambitions. Là aussi, c'est de la cohérence et c'est du réalisme. Vous répondez à ma question. Quel est le manque On cherche consécutif au départ de Londres? Alors, je ne vais pas vous faire des débats de 12 chiffres ce matin. milliards, c'est ça, vous On cherche confirmez? effectivement à ce que ceux qui payaient pour l'Europe payent un petit peu plus. On cherche aussi à mettre... Mais La France paiera davantage? bien sûr qu'on paiera davantage. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on ne paye pas juste davantage parce qu'il y a le Brexit. On va mettre des moyens sur la table pour assurer aussi des nouvelles ambitions. Parce que sur la défense européenne, on a besoin d'investir. On s'interroge sur la PAC. Spatiale, On s'interroge sur la Oui. PAC. Parce que, effectivement, comme vous le dites très bien, au départ des Britanniques s'ajoutent d'autres priorités, l'immigration, meilleure gestion, investissement dans la recherche, l'innovation, renforcement de défense, et bien sûr l'environnement. Et donc, il va falloir rogner sur la PAC. Pas du tout. Eh bien, c'est Comment ça? exactement tout l'inverse. Est-ce que le Parce budget que de la je PAC peux vous dire, ne va pas diminuer pour les le budget Français? de la PAC, toute la défense, tout ce que nous faisons avec le président de la République depuis maintenant 2 ans, notre combat, c'est de dire la PAC, l'agriculture, c'est pas une politique has-been sous prétexte qu'elle existe depuis longtemps. C'est une politique absolue de souveraineté. Un continent qui importe sa nourriture, ce n'est pas un continent puissant, parce que ça veut dire qu'il dépend d'autres personnes. Et donc la souveraineté, oui, c'est la défense, mais c'est aussi l'agriculture et l'alimentation. Mais Et donc, globalement, le budget de la PAC, on parle d'une baisse de 5 à 20%. Non, nous cherchons, mais c'est pas du tout ce De sur quoi je combien travaille. la PAC va-t-elle baisser? Nous cherchons à stabiliser l'enveloppe de la PAC pour qu'entre 2021 et 2027, nous ayons le même argent qu'entre 2014 et 2020. Et qu'avec cet argent, Vous cherchez à. Est-ce que Mais on est en train de vous le pouvez nous dire négocier. que vous allez l'obtenir de vos partenaires? on est en bonne voie de le faire. Il y a déjà eu, par rapport à ce qu'avait proposé la Commission européenne, plus d'argent qui a été proposé par les Finlandais qui s'occupaient de la négociation. Et donc, je vais lundi à Bruxelles et nous serons jeudi à Bruxelles avec le président de la République pour nous assurer, en effet, que nous puissions donner aux agriculteurs français les mêmes moyens qu'entre 2014 et 2020, pas pour faire la même chose, parce que sinon ils seront dans le même état, et je pense qu'on voit bien qu'on a besoin d'investir, on a besoin de les soutenir beaucoup plus, on a besoin de rendre cette transition écologique et environnementale Elle sera possible. verdie. Elle sera verdie, Oui, c'est-à-dire elle que sera les aides verdie. seront plus conditionnelles. En tout cas, elles seront là pour permettre l'investissement nécessaire pour Donc que elle nos sera, agriculteurs... ce sera et plus conditionnel. ça sera plus conditionnel, ça sera aussi plus cohérent avec la transition qu'on demande aux agriculteurs de faire. Ce que je peux vous dire, c'est que la politique agricole commune, certains vous disent c'est une politique traditionnelle et nous, on aimerait des politiques modernes. Moi, je leur dis c'est tout l'inverse. C'est une politique de souveraineté absolue. C'est plus que jamais nécessaire. Vous savez, la Chine et les États-Unis, plus que jamais, ils soutiennent leur agriculture. Eh bien, nous, on a le devoir de faire la même chose. Il y a d'autres politiques sur Donc, lesquelles... est-ce que vous nous dites ce matin, Mélanie Montchalin, la PAC ne baissera pas dans les années qui viennent? C'est ce que je vous dis, c'est que c'est notre objectif premier, c'est de pouvoir assurer à la fois aux agriculteurs les moyens d'investir, d'avoir des revenus et de pouvoir s'engager pleinement dans cette transition avec les moyens de la réussir. Et c'est de vous dire aussi que nous ne pouvons pas, alors que nous voulons créer une puissance européenne, considérer que la souveraineté alimentaire, la souveraineté de défense, la souveraineté technologique sont des choses qui sont différentes. Encore une Ça nous question. permet d'être autonomes et indépendants. Les europhiles, tous les Européens, après le départ de Londres, de l'Union européenne, se sont dit, voilà, c'est une formidable occasion de faire l'Europe autrement pour qu'elle soit plus proche des citoyens, puisqu'on a vu que quand ce n'était pas le cas, ça pouvait donner le Brexit. Est-ce que dans le fond, on ne va pas voir dès la semaine prochaine, à l'occasion de ce marathon budgétaire, que tout repart comme avant, avec les égoïsmes nationaux, les petites mesquineries? Rien n'aura changé. Moi, ce que je vois, c'est qu'on travaille beaucoup pour éviter ça. C'est que je pense que pour les Européens, à un moment donné, il faut qu'on arrête les discours et qu'on puisse avoir des résultats. Je pense qu'en 2024, vous voyez, lors des prochaines élections européennes, si on revient avec des promesses et qu'on n'a pas un bilan, si les Européens n'ont pas vu comment l'Europe les a vraiment protégés, alors on aura un problème. Donc moi, tout le combat que je mène, tout le combat du président de la République, c'est que après 2 ans où on a donné des idées à l'Europe, après 1 année où on a créé une nouvelle équipe d'Europe, il faut maintenant qu'on ait des résultats. Et en 2022, c'est une date importante pour les Français, c'est aussi une date importante pour la France en Europe. Pendant 6 mois, la France présidera les travaux de l'Union européenne. Eh bien, d'ici là, on doit donc pouvoir mettre des moyens en face de nos ambitions, mettre des outils en face de ce qu'on cherche à faire dans le domaine migratoire, dans le domaine, bien sûr, alimentaire, dans le domaine environnemental, dans le domaine industriel, dans le domaine numérique. Ce que fait Thierry Breton, c'est de nous dire on ne peut pas être entre la Chine et les États-Unis uniquement ceux qui acceptent que tout se passe autour de nous sans jamais définir comment on veut que ça se passe. Des paroles et pour des nous. actes. On verra. Exactement, des résultats. Merci beaucoup, Amélie de Montchalin, d'avoir été ce matin sur LCI. C'est à vous, Julie.